La présentation suivante sera exposée par deux personnes, Madame Lotta Fabricius Christiansen, qui est représentante de la Suède, du département des conseils, Université suédoise des sciences agricoles. Elle est aussi conseillère en ce qui concerne les conseils des services écosystémiques, en particulier en ce qui concerne la pollinisation. Elle concentre son activité sur l'échange des savoirs sur l'apiculture. Elle participe à de différents projets en Suède. Elle gère Api Nordica, une société familiale. Elle était coordinatrice d'un groupe expert Ape Agri qui était consacré à la santé des abeilles, à une apiculture durable entre 2019 et 2020. Elle est membre du directoire du Colosse. Elle participe au projet Breeding Research and Practice, donc le BERAP. Et sa collègue, Madame Linde Moravec, qui représente l'Autriche et qui travaille dans le département de la protection des abeilles, où elle s'occupe des pertes hivernales des abeilles. Dans ses projets, elle parle d'une approche citoyenne et donc une interaction très proche entre les apiculteurs et les scientifiques, et donc une meilleure communication entre ces deux groupes. Les services de conseil pour les apiculteurs font partie de son travail. Elle répond aux appels de la part des apiculteurs autrichiens. Elle prépare des flyers et des vidéos consacrées à l'apiculture. Merci pour ces présentations. Et je vous rappelle que pendant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Et à la fin de la présentation, nous allons sélectionner ces questions et les lire à nos présentatrices. Merci. So, thank you very much. Can you hear me? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Merci encore une fois de m'avoir invité à votre congrès BICAM 21. C'est un honneur pour nous de pouvoir présenter certains résultats de nos recherches, de nos deux enquêtes BIRAP. BIRAP, c'est-à-dire Bridging Research and Practice, c'est-à-dire rapprocher la recherche et la pratique dans le cadre des colosses. Moi et Linde Moravec, nous allons vous guider à travers cette présentation qui nous prendra les minutes prochaines. Tout au début, une courte présentation du programme Colosse. Je suis membre du conseil d'administration du projet Colosse, du comité exécutif. Il s'agit de prévenir les pertes de colonies d'abeilles mellifères. Il s'agit d'un réseau qui existe depuis 10 ans. Nous sommes à présent une organisation qui a ses missions, ses objectifs. La mission de Colosse est d'améliorer le bien-être d'abeilles mellifères au niveau global. Nous voyons ici tout le comité exécutif. Vous reconnaissez certainement Madame Anna Gaida. Le comité exécutif est composé de 15 membres et l'organisation se focalise sur 3 projets clés. Ces 3 projets, ces 3 sujets sont des domaines auxquels nous consacrons le plus clair de notre temps. Il s'agit de 3 programmes distincts, c'est-à-dire tout d'abord le suivi des pertes des colonies. Je crois que certains parmi vous ont répondu à nos enquêtes visant à obtenir plus d'informations sur les pertes des colonies d'abeilles. Ensuite, le deuxième projet, BeeBook, c'est-à-dire un livre d'abeilles où nous parlons de méthodes variées
utilisés dans la science, par exemple dans le contexte des maladies des abeilles. Et ensuite, le BIRAP, c'est-à-dire ce pont entre la théorie et la pratique, la recherche sur la pratique. Nous avons plusieurs groupes de travail sur le venin des abeilles, sur leur nutrition, l'élevage durable, les maladies, etc. Toutes ces informations sont présentées sur notre site. J'essaye de voir comment maîtriser mes diapositives. Voilà, nous sommes là pour améliorer la santé des abeilles mellifères au niveau international. Colos a décidé qu'il faudrait coordonner le développement des abeilles et ce B-book dont je viens de parler contient toutes ces méthodes. Par ailleurs, nous nous concentrons sur le partage des connaissances, sur la diffusion des connaissances dans le cadre du BIRAP. En outre, concernant les connaissances des experts du Colos, nous en allons parler plus en détail. Nous allons parler qui est membre de Colos, mais ce qui est important, c'est de coopérer. Et pour cela, nous avons besoin de connaissances telles que les méthodes scientifiques standards, le fait de coordonner et de mener des projets de suivi d'abeilles mellifères à une échelle importante. Donc, le fait d'organiser des formations liées aux abeilles, diffuser les connaissances sur les abeilles mellifères et surtout le fait d'organiser des coopérations. Nous avons organisé 17 conférences. La dernière a lieu en octobre. Nous avons organisé plus de 50 ateliers liés à ces 3 projets principaux et à nos missions spécifiques. Je m'excuse, je vois un problème avec les diapositives. J'essaierai de revenir en arrière. Regardons un peu où nous en sommes. Vous voyez ici notre site Internet, celui de l'organisation Colos, où vous allez trouver tous nos projets clés et nos missions spécifiques, y compris BIRAP. À quoi consistent nos services de vulgarisation, de conseil? Nous travaillons sur l'amélioration de la coopération entre la science et la pratique, et l'inverse, bien sûr. Donc, au milieu, vous voyez des conseillers et entourés des pratiques et des scientifiques. Les conseillers sont des personnes qui servent d'intermédiaires entre ces 2 groupes, entre les apiculteurs et les scientifiques. Pour faciliter cette communication, nous savons que nous avons des problèmes de langage. Nous ne comprenons pas mutuellement, car nous parlons 2 langages différents. Il nous semble que nous parlons du même sujet, que l'autre nous comprend, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc, nous devons travailler sur notre communication. C'est pourquoi l'objectif de BIRAP est que les nouvelles recherches scientifiques soient mises à disposition des apiculteurs. Nous souhaitons souligner également qu'il est très important que les apiculteurs puissent informer le monde scientifique de leurs besoins. Nous devons donc travailler sur une communication bidirectionnelle. Nous devons faciliter l'échange de connaissances entre les praticiens et les scientifiques. Ce à quoi s'attellent nos conseillers, qui sont des intermédiaires dans cette communication. On peut le définir également de cette manière. Et nous pouvons l'approcher d'une manière telle que nous avons 2 systèmes liés aux scientifiques. Nous avons donc la recherche scientifique et de l'autre côté, nous avons des communautés locales,
des praticiens qui disposent des connaissances bien pratiques. Et ces deux mondes doivent communiquer pour trouver des solutions de problématiques diverses, des problèmes qui arrivent. Et entre ces deux groupes, nous avons l'intermédiaire, c'est-à-dire les conseillers qui veillent au partage des connaissances, à créer un canal de communication efficace. Je donne maintenant la parole à Linda. Une seconde, s'il vous plaît. Je crois que sur cette diapositive, nous pourrions faire une courte introduction. Je suis moi-même apicultrice, je suis également conseillère et je réalise des recherches dans le cadre de notre université, de notre agence. Et je rends la parole à ma collègue qui s'occupe également des projets liés à la santé des abeilles. OK, donc je continue. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons réalisé 2 enquêtes. La première d'elles était une enquête en ligne réalisée en 2019. Nous avons demandé aux membres de Colos qui ils sont et de quelle manière ils se contactent avec les apiculteurs pour comprendre comment est cette situation, comment elle se présente. Nous avons plus de 1000 membres au Colos, mais comme vous le supposez bien, tout le monde n'a pas répondu. Uniquement plus de 200 personnes ont répondu. La plupart des personnes qui ont répondu sont d'Europe, comme vous le voyez sur cette diapositive. 15% étaient des Nord-Américains, 14% des Asiatiques, quelques pourcents de l'Amérique du Sud et d'Afrique. Donc la plupart des réponses ont été données en Europe. Cela n'est pas surprenant car, comme j'ai déjà mentionné, Colos est un réseau européen pour des fonds européens. Et il s'est focalisé surtout sur l'Europe. Et ce n'est qu'ensuite que nous nous sommes occupés des pertes des colonies et du bien-être des abeilles. Et c'est de cette manière que Colos a pu être diffusé dans d'autres continents. Qui sont les membres de Colos? Ce sont surtout des chercheurs. Cela n'est pas surprenant car nous nous concentrons sur le fait que ce réseau puisse coopérer, partager les informations et créer des entreprises scientifiques, des projets scientifiques qui permettent de savoir comment endiguer les pertes de colonies. 20% parmi nous se sont définis comme des conseillers également. Donc, nous avons au sein de Colos des chercheurs et des conseillers. Je crois que vous pouvez transmettre, donner la parole à Linde qui vient de se connecter. Parfait, merci. Merci beaucoup. Comme je ne peux pas passer d'une diapositive à l'autre, donc je vous demanderai de les changer. Je ne sais pas jusqu'à quelle diapositive Lotte vient d'arriver, mais surtout je vous remercie de pouvoir participer à ce congrès. Je m'excuse de ne m'avoir connecté que maintenant. Je veux vous parler maintenant de nos membres. Je crois qu'il serait le plus utile de passer à la diapositive suivante. Je suis convaincue que Lotte a déjà dit que nous sommes surtout chercheurs. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien que nous soyons surtout chercheurs, il s'agit en grande partie des personnes qui s'intéressent aux services de conseil. Cela est très important dans le contexte de nos questions.
Et comme il est mentionné ici, nos membres affirment qu'ils sont également actifs dans les domaines de conseil. Plus de 20% l'affirment. Donc, ils coopèrent avec les apiculteurs et ils expliquent certaines questions scientifiques. Nous avons également demandé quelles sont les proportions du temps consacré aux activités de conseil. Il s'avère que la plupart de ces personnes y consacrent de 1 à 20% de leur temps. Si nous voudrions y trouver une moyenne, il s'agirait de la moitié de leur temps. Une nouvelle diapositive. Nos membres ont également de l'expérience dans l'élevage des abeilles. C'est pourquoi il leur est plus facile de coopérer avec les apiculteurs, car ils savent de quoi ils parlent, les apiculteurs. Ils connaissent leurs problèmes. Tous les membres qui ont répondu ont affirmé qu'environ 90% ont l'expérience dans l'élevage des abeilles, dans l'apiculture. Comme nous le voyons à droite sur le diagramme, la plupart d'apiculteurs ont une expérience allant jusqu'à 10 ans et 25% sont ceux qui ont de 11 à 20 années d'expérience. Environ une dizaine de pourcents ont encore plus d'expérience. Cela veut dire que nos chercheurs peuvent parler avec les apiculteurs d'égal à égal. Ils savent ce que cela veut dire être apiculteur. Ils s'intéressent toujours au contact avec les apiculteurs et nous nous demandions aussi comment ces interactions sont réalisées, ce que l'on peut obtenir. Je vais en parler dans la diapositive suivante. Et les ateliers, les workshops organisés, c'est des formes de contact, des très bonnes formes de contact entre des personnes qui sont des apiculteurs actifs. Sur la diapositive, vous voyez à gauche, est-ce que vous encouragez la discussion? Et oui, nous constatons que la majorité veut avoir des discussions, des échanges lors des rencontres. Et on voit que 60% des scientifiques procèdent à cela. Beaucoup moins nombreux sont ceux qui ne le font pas. Souvent, des sessions de questions-réponses, c'est le moment où l'apiculteur peut poser la question. Oui, 80% des scientifiques disent oui, je le fais régulièrement à chaque fois. Et personne ne disait non, je ne procède pas à ce type d'exercice. Ici, la situation est un peu plus compliquée en ce qui concerne l'évaluation, de dire est-ce que une telle rencontre, réunion était intéressante pour les apiculteurs. Certains disent que oui, de temps en temps, c'est utile. Et les scientifiques sont peu nombreux de poser cette question à la fin de la réunion, de la rencontre. Pour dire comment nous essayons d'arriver jusque chez les apiculteurs, quand on regarde l'image sur la droite, on voit que des différents niveaux d'interaction ont été mentionnés est présenté dans l'ordre, tout en haut le plus populaire, et on voit que ça commence par les présentations, les exposés, et donc 80% des scientifiques déclarent que c'est l'outil qu'ils utilisent le plus souvent. L'outil suivant, c'est les magazines spécialisés. Nombreux sont ceux qui utilisent ces outils-là. Ensuite, nous voyons les démonstrations, les ateliers. Ensuite, d'autres magazines. Plus bas, on voit les médias sociaux et aussi les flyers, les brochures, les bulletins, les catalogues, les sites Internet aussi, ainsi que YouTube, les blogs et les vlogs à la fin de cette liste-là. Donc, très peu nombreux sont ceux qui utilisent les médias sociaux.
Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui est le plus efficace? Ici, sur ce tableau, vous pouvez voir en couleur ce que les personnes qui réalisent ces formations disent, qu'est-ce qu'elles considèrent être efficace pour l'apiculteur. Le bleu et le violet, c'est ce qui est considéré par des scientifiques comme non intéressant pour les apiculteurs. En haut, nous avons les démarches pratiques, les actions pratiques, travail sur le terrain, après les sites, les magazines, les médias sociaux. Je passe ceux qui sont au milieu et à la fin, je vois les conférences internationales, les congrès et la littérature. Ce que cela veut dire, c'est que les scientifiques, peut-être très souvent, font des exposés, réalisent des présentations, mais il semble que ce n'est pas le canal important pour les apiculteurs pour obtenir des informations nécessaires. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que de notre point de vue, il y a des choses qui sont intéressantes, mais pour les apiculteurs, ce n'est pas le cas forcément. Sur ce classement, on voit que les magazines se retrouvent en position assez élevée. On pense que les médias sociaux sont importants, mais on ne les utilise pas suffisamment. Ici, on voit la différence. Que d'un côté, donc, les scientifiques font des présentations, des exposés, mais ce n'est pas le but. Donc, la question qui se pose, la question qui est très importante et pertinente, il est aussi important que les apiculteurs se la posent aussi. Quelles informations sont réellement utiles pour nous? Ici, sur cette diapositive, ainsi que sur le diapositive suivant, on va le voir, parce que pendant les 2 années qui ont suivi, nous avons organisé une autre enquête, un autre questionnaire, c'était entre 2020 et 2021. Nous avons fait ces enquêtes en 23 langues. Nous avons voulu savoir quels étaient les besoins des apiculteurs en ce qui concerne les informations, l'obtention de savoir, des informations. Nous avons visité de nombreux pays à travers le monde entier et nous avons pu obtenir des informations de la part de près de 10 000 apiculteurs. Donc, beaucoup d'apiculteurs, mais la majorité venait de l'Europe, donc c'est presque que des apiculteurs européens. Et ici, nous voyons les informations similaires. Ce qui est en jaune, c'est le plus important. Et ici, les apiculteurs disent que c'est le canal qu'ils utilisent le plus souvent, toujours. Vert, souvent. Bleu, de temps en temps. Et violet, jamais. Donc, violet, je ne dis jamais ce canal de communication. Il n'y a que cette catégories sur l'image, mais nous en avons défini 20 et on voit que le canal le plus important en Europe, c'est les livres et les magazines. D'abord les magazines, après la littérature spécialisée, ensuite le site, ensuite les clubs. Les articles de vulgarisation scientifique sont aussi très hauts sur cette liste et le YouTube vers la fin et les médias sociaux. Donc, ce sont les sources d'informations qui ont été définies, dont l'importance a été définie par les apiculteurs. On commence par les magazines spécialisés, après les livres, après les sites. Ce qui est important, c'est que les livres et les magazines apparaissent aussi très haut sur la liste qui a été faite par les experts. Diapositive suivante, s'il vous plaît. De plus, 65% d'apiculteurs déclarent utiliser les médias sociaux pour obtenir les informations nécessaires. Et qu'est-ce qui est considéré comme la source la plus importante? Et donc, on voit qu'environ 25% déclarent que c'est le Facebook, 15% dit que c'est le YouTube. Donc, voilà la hiérarchie.
Certains désignent WhatsApp comme un canal important, mais bon, je pense que on peut consacrer notre attention sur les deux premiers canaux. À travers ces canaux, on peut contacter les apiculteurs. Les apiculteurs trouvent les informations, mais aussi ils peuvent avoir une interaction avec l'information. Ils peuvent définir qu'est-ce qui est important. Donc, comment savoir si les informations reçues sont fiables? Et ici, nous voyons qu'il y a deux stratégies qui sont mises en œuvre par les apiculteurs. Donc, j'observe, j'expérimente et je lis la littérature consacrée à l'élevage des abeilles. La catégorie suivante qui semble être importante, c'est de vérifier dans les réseaux des apiculteurs, d'être en contact avec d'autres apiculteurs et de trouver les informations sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière place sur la liste, c'est « je ne vérifie pas d'autres sources d'informations ». Il y a moins de 10% d'apiculteurs parmi ceux qui ont répondu à notre questionnaire. Donc, une grande majorité revérifie les informations reçues. Donc, nous constatons que les apiculteurs observent, font leur propre expérience et cherchent de nouvelles sources d'informations pour les revérifier. Donc, pour résumer, ces deux groupes ont une très bonne collaboration. Les magazines sont utilisés par les apiculteurs et par les scientifiques, mais c'est une action à sens unique, puisque souvent, en rédigeant les articles, nous ne savons pas si nous les rédigeons dans une langue appropriée. Est-ce que les apiculteurs seront prêts à accepter ces conseils? Donc, c'est une action à sens unique. Et les scientifiques n'ont pas la possibilité, souvent n'ont pas la possibilité d'être présents ou de présenter leurs idées dans de différents pays. Et donc, quand nous avons affaire à une communication à deux sens, on peut entamer une discussion réelle. C'est très important. C'est pour ça cette communication qui va dans les deux sens est plus efficace et c'est de ce type de contact que nous avons besoin. Peut-être un bon outil pour faire cela serait les médias sociaux, justement. Nous avons dit que en 2019, nous avons procédé à une enquête. Donc, c'était bien avant la crise Covid. Peut-être que aujourd'hui, ces outils sont plus souvent utilisés par les scientifiques qu'auparavant. Il faut que ce type de recherche pour voir comment on change la façon de communiquer entre les scientifiques et les apiculteurs change. On peut utiliser aussi le mode de conseil parce que ces informations peuvent être transmises. Les conseillers, ce sont eux qui transmettent les informations les plus importantes, mais aussi ils l'expliquent, ils la traduisent non seulement d'une langue vers une autre, mais aussi d'une langue scientifique vers une langue qui serait compréhensive par les apiculteurs. Je pense que maintenant, on va pouvoir laisser la parole à Lotte qui va continuer la présentation. Oui, nous allons essayer de contacter Lotta. Nous avons quelques problèmes techniques, mais cela vous prouve que nous sommes bien en direct. Oui, est-ce que je dois fermer ma session? Ça sera plus simple peut-être pour que Lotta puisse apparaître.
On attend les informations de notre équipe technique. Est-ce que la connexion de Lotta marche? Oui, 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 elle est avec nous. Je la vois, c'est très bien. D'accord, donc je vous quitte. Oui, rebonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Je n'ai pas pu entendre ce que disait Linde, mais je connais très bien les résultats. Donc, comme vous l'avez compris, nous avons expliqué en quoi consistaient les problèmes entre la théorie et la pratique dans le domaine de la communication, de l'échange, du savoir. Donc, nous essayons de promouvoir nos services de conseil, puisque de façon générale, dans nos pays respectifs, ces systèmes ne sont pas au top. Nous avons des conseillers, nous avons ce type de conseil dans d'autres secteurs agricoles, mais pour le secteur apicole, ce n'est pas aussi évident. C'est pour ça que nous nous concentrons sur ce secteur-là. Mais la définition de ce service de conseil, comment définir ce type de service? Nous intervenons, nous avons des stratégies de communication qui peuvent engendrer le changement. De plus, le plus efficace, c'est le changement qui se fait de façon naturelle. Il ne s'agit pas de faire pression, mais il faut que l'apiculteur se dise « oui, si je change quelque chose dans mes pratiques, ça sera peut-être profitable à mes abeilles ». Donc, le plus souvent, ce type de conseil est réalisé à travers des différents organismes. Au XXe siècle, ce type de service a été modifié. C'était pas de dire à quelqu'un tu dois faire comme ci ou comme ça, tu dois discuter avec quelqu'un et maintenant nous réalisons ensemble quelque chose. Nous faisons des choses ensemble, ce qui permet d'obtenir, d'améliorer le bien-être, la santé de nos abeilles. C'est notre objectif. De plus, on peut les percevoir, ces services de conseil, de cette façon, mais sur quoi nous devons nous concentrer, c'est sur l'accès à ce savoir. Nous avons besoin de ces conseils, mais nous avons besoin que les conseillers aient des compétences nécessaires et puissent disposer des méthodes qui vont introduire le changement pour aller vers une meilleure santé des abeilles. Comme je l'ai dit, c'était notre objectif. Et si telle est notre approche, donc en tant que conseiller, il faut que nous sachions que quand je rencontre l'apiculteur, il faut que je sache qui est un apiculteur, qui est cette personne, la personne donnée, quelle est son expérience, qu'est-ce que cette personne sait déjà et quel est son objectif, qu'est-ce qu'elle veut atteindre. Et il faut donc que nous, en tant que conseillers, que nous puissions adapter le process à la personne. De plus, les conseillers doivent venir avec du soutien pour que l'apiculteur puisse prendre des décisions équitables et durables. Il faut que nous sachions nous adapter au contexte. Aux conditions locales auxquelles doit faire face et est confronté l'apiculteur. Très souvent, les conseillers doivent adapter leurs services aux conditions locales. Cela signifie que le conseiller doit être conscient de nouvelles possibilités, de nouveaux besoins, mais aussi de faire face à des problèmes particuliers, des obstacles particuliers. Et la tendance est la suivante pour passer d'un niveau de savoir d'expert pour être expert en pédagogie. Il faut que nous ayons une bonne approche pédagogique pour pouvoir informer, communiquer avec les praticiens. Donc,
d'un côté, nous sommes concentrés sur le savoir, sur les recherches scientifiques. Il faut que nous modifions notre approche, que nous soyons plus directs, que nous ayons cette relation directe. Ce qui peut être parfois très difficile du point de vue d'un scientifique. C'est pour ça les conseillers pourraient jouer le rôle de l'intermédiaire et transposer le savoir sur la pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du front office et du back office. Ce sont des termes qui sont souvent utilisés dans l'agriculteur. Le front office, c'est l'interaction avec les apiculteurs. Et le back office, c'est d'avoir à sa disposition des institutions, une base de savoir sur la base de laquelle nous réalisons nos services de conseil. Donc, il s'agit de bien organiser ce processus et pour que cela soit suivi par d'autres actions. Ce que nous voulions, c'est de remercier à tous les participants de BIRAP qui ont participé au développement de ce service. Je parle ici de BIRAP et des questionnaires BIRAP. Grâce à cela, nous avons pu être efficaces. Et donc, nous voulons encore remercier tous les apiculteurs qui ont participé à notre enquête et ont répondu à nos questionnaires. Merci. Ici, vous pouvez voir nos adresses e-mail. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire. Nous voudrions aussi entrer en interaction avec vous. Cela n'est pas chose facile, mais nous avons créé un site menti.com. Vous pouvez visiter ce site, donc www.menti.code. Le code, c'est le site. Le code est le suivant 66056737. Il y a 7 questions auxquelles nous voulons que vous répondiez. Bien sûr, vous avez un délai pour donner des réponses et après, j'espère qu'on va pouvoir montrer ces réponses en direct. Donc, peut-être qu'on va laisser cette diapositive. Donc, je vous invite à visiter là maintenant le site www.menti.com, saisir le code qui est indiqué en vert et répondre aux questions que vous y trouverez. Linde peut voir si vous êtes en train de répondre aux questions. Est-ce qu'il y a une activité? Moi, je vois le visage de Linde, mais je ne l'entends pas. Je ne sais pas, Linde, si toi, tu peux m'entendre. Donc, on vous donne quelques minutes pour que vous puissiez répondre à ces questions. Donc, vous qui êtes dans le studio, vous êtes aussi invité à aller sur le site et de répondre aux questions. We are really looking forward to your answers. I think things are happening. Donc merci de le faire. Nous comptons sur vous. Je pense qu'il y a une activité parce que Linde semble contente. Oh, great. Excellent. So maybe we should let Linde, you can take over. D'accord, donc je pense qu'on va laisser la parole à Linde. Linde, est-ce que tu peux prendre la parole? That's the first question I can see there. Which country are Et you from? on verra
La première question était la suivante. Quel est votre pays d'origine? Est-ce que Linde peut prendre la parole? On peut lui donner la parole? Oui, oui. On va pouvoir voir la réponse. Vous m'entendez? Oui. On va pouvoir voir les résultats de l'enquête. Pour tous ceux qui sont en train de remplir le questionnaire, sur l'écran, vous pouvez voir les indications de Linde, comment le faire correctement. Oui, nous vous invitons à être actifs. Il est intéressant d'échanger les informations. Je pense qu'encore quelques instants et nous allons pouvoir voir les résultats. Surtout en ce qui concerne l'origine des participants, c'est la Pologne, bien sûr, ensuite la Belgique, la France, deuxième et troisième position, ensuite la Suède et les États-Unis. La question suivante. Quel âge avez-vous? La plupart des participants est entre 36 et 53 ans. Et là, c'est le groupe principal. Mais nous avons également des participants plus jeunes et plus âgés. La question suivante. Depuis combien de temps êtes-vous apiculteur, apicultrice? La plupart des participants ayant répondu à cette question sont apiculteurs depuis peu, depuis 2 ou 5 ans, entre 2 et 5 ans. C'est le groupe le plus important de participants. Et certains répondent qu'ils ne sont pas apiculteurs de tout, peut-être. Y avait-il une époque où ils étaient apiculteurs, où ils projettent de devenir apiculteurs? Ensuite, il y a des personnes qui sont apiculteurs depuis 20 ans ou un peu moins. De quelle manière les scientifiques interagissaient avec vous? Le résultat principal, laissez-moi regarder. J'ai des problèmes pour lire ces réponses car les chiffres sont très petits. Je ne sais pas si ce sont les formations. Si je vois bien, la plupart d'entre vous entrent en contact avec les scientifiques lors des conférences, lors des présentations. C'est cohérent en ce que nous avons vu dans nos enquêtes, c'est-à-dire les présentations et les médias sociaux. Vous êtes nombreux à interagir avec les chercheurs de cette manière. Je crois que c'est le contexte principal d'interaction entre les chercheurs et les apiculteurs. Passons à la question suivante. Ici, nous voyons des constatations. Dans quelle mesure intéressez-vous à transmettre des informations scientifiques aux chercheurs, par exemple par moyen d'enquête? Donc 3,7, donc un peu plus de la moyenne. Ensuite, concernant des protocoles liés à l'apiculture, un peu moins de personnes s'y intéressent. Vous êtes également intéressé à un certain point par des protocoles de coopération avec les chercheurs.
à obtenir des formations pour devenir expert. Ici, les résultats sont un peu plus élevés comparés à ceux de notre enquête. Ensuite, des questions liées au protocole, un peu plus de la moyenne ici également. Et concernant l'option d'interagir, de contacter les chercheurs, c'est le cas, c'est ce dont nous avons besoin. Si nous devons interconnecter la science et la pratique, les chercheurs doivent réaliser des recherches sur le terrain. Et ces recherches de terrain exigent une coopération avec les apiculteurs. Et c'est à cela que nous souhaitons vous inviter, à ce type de coopération. Regardons la question suivante. Connaissez-vous des chercheurs spécifiques avec lesquels souhaiteriez-vous coopérer? La plupart parmi vous a répondu non. C'est très intéressant. Cependant, nombreux sont ceux qui ont déjà eu un contact ou qui connaissent des chercheurs avec lesquels qu'ils pourraient contacter s'il y a besoin. De quelle manière avez-vous dernièrement contacté des chercheurs? Les réponses sont les suivantes. Soit je ne contacte pas de chercheurs, ou je leur parle lors des formations, ou des conférences, ou j'écris des emails. Donc, vous n'utilisez pas trop les médias sociaux ou les appels téléphoniques pour contacter les chercheurs. Certains parmi vous ne savent pas comment contacter les chercheurs. Donc, nous voyons bien ici que lors des présentations, conférences, il est le plus facile de parler à un chercheur. Je crois qu'il s'agissait de la dernière diapositive concernant nos questions. Donc, nous avons déjà parlé de toutes les questions de notre enquête. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante concernant les résultats de vos enquêtes.